Ça fait quelques mois à peine que je me suis vraiment posée pour comprendre en fait ce que ça signifie de gérer son budget. Avant cette mise à niveau, disons, j'étais au courant des allées et venues sur mes comptes quand même, surtout en tant qu'indépendante, c'est quand même obligé. Mais il arrivait parfois que je dépensais un peu trop sans compter, par exemple quand j'avais fait un plus gros mois, ce qui au final me mettait dans des situations un peu inconfortables quand j'avais le plus besoin d'argent, par exemple un mois plus calme. Vraiment à ce moment-là, j'avais l'impression de gérer mon budget, mais à la moindre anomalie, au moindre événement inattendu, je me rendais compte à quel point mes fondations financières notamment étaient instables. Je visais aussi un chiffre d'affaires sans vraiment réaliser ce que ça signifiait derrière en termes de vente, en termes de nombre de clients, d'offres en fait par rapport à ce que moi je fais. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous partager ce que j'ai appris, notamment grâce au système des enveloppes budgétaires dont vous avez peut-être entendu parler. Je tiens à le dire, je suis pas experte, vous allez le voir et je pense que vous l'avez peut-être compris de cette intro. Je vais simplement vous partager ce que j'ai appris ces derniers mois et ce que je pense que je fais mieux que dans ma vie d'avant. Je vous propose d'abord de revenir sur les particularités qui, je pense, nourrissent, on va dire, existent dans la vie d'un freelance, d'un indépendant, que vous soyez chef ou un autre métier. Parce que si vous êtes déjà lancé depuis quelques mois ou quelques années, vous avez sûrement remarqué que l'état d'esprit vis-à-vis de l'argent n'est pas du tout le même que quand on est salarié, par exemple, ou si vous étiez étudiant juste avant de passer freelance. C'est-à-dire que quand on est freelance, quand on est à son compte, on est toujours en fait dans la projection. Parce qu'en fait, on gère des prestations, des projets, etc., des lancements d'offres aussi, qui se passent peut-être dans un temps plus ou moins proche, par exemple dans un mois, dans un an par exemple. Bref, on a toujours en fait le nez dans son Google Agenda, on regarde mois par mois un peu ce qui va se passer, ce qui donne en fait un rapport au temps assez bouleversé, je pense, et c'est un gros sujet qu'on pourrait aborder dans la vie de freelance, dans la vie d'indépendant. Et je pense qu'il y a une vraie corrélation en fait entre ce rapport au temps que j'estime changer par rapport à quelqu'un qui est salarié et la gestion, la façon dont on gère son argent. Parce que comme je l'évoquais, on a des rentrées d'argent en fait plus ou moins régulières quand on est à son compte. Ça dépend du type de prestation que vous avez. Si vous avez par exemple un abonnement mensuel qui vous permet de rentrer de l'argent régulièrement, mais vous pouvez aussi avoir des prestations vraiment événementielles comme c'est mon cas où on a une seule rentrée d'argent à un moment donné. Donc nos finances sont fluctuantes. Il y a des mois plus ou moins gros en fait, des mois où en fait où notre chiffre d'affaires est plus élevé qu'un autre, ce qui est tout à fait normal en fait pour la plupart des entreprises, mais c'est vraiment à prendre en compte en fait pour notre gestion financière. Des rentrées d'argent fluctuantes qui peuvent nous pousser en fait, si on fait un mois où on gagne 2 fois, 3 fois plus que le mois précédent en fait, à dépenser plus parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on se dit j'ai gagné plus donc je dépense plus. Je pense que c'est une logique qu'on a un peu tous. C'est un premier point à prendre en compte, mais il y a un deuxième point que je voulais vraiment relever avant d'entamer, de continuer cette vidéo, c'est le fait que l'anticipation en fait est un socle, je crois, dans la vie d'indépendant. Anticipation qui va un peu à contre-courant de ce qu'on vient d'évoquer, le fait que voilà, quand on gagne un peu plus, on a envie de dépenser plus, c'est normal. Mais pourtant, l'anticipation doit être quelque chose qu'on garde un peu au fond de notre tête, ce qui est une vraie charge mentale, on s'entend. Cette anticipation, elle est à deux niveaux, à moyen terme, disons, et à plus long terme. C'est-à-dire qu'à moyen terme, je pense qu'il faut vraiment considérer qu'il faut gagner plus que quand on est salarié. Bien sûr, ça renvoie à la valeur de notre argent, ça renvoie aussi, bien sûr, au prix établi un peu sur le marché, parce qu'on se met tout le temps, en fait, dans une espèce de fourchette de prix pour respecter ce qui se fait déjà sur le marché de son secteur, c'est normal. Mais gardez en tête qu'il faut gagner plus qu'un salarié, tout simplement parce que on a déjà des cotisations de l'URSSAF, il y a le CFE à payer, ou la CFE, je sais plus comment on dit, à la fin de l'année à payer, il y a les impôts bien sûr aussi sur notre micro-entreprise, et il y a les baisses d'activité, donc le pseudo-chômage ou l'assurance maladie, on va dire, que l'on essaie de se créer, et à plus long terme, en fait, il y a la retraite. Cette anticipation aussi, elle nous permet en fait de se prévenir, disons, d'éventuelles évolutions, d'éventuelles hausses aussi, en fait, des cotisations de l'URSSAF, ou comme on a pu le voir passer récemment, cette TVA dont le seuil aurait été abaissé pour les micro-entrepreneurs. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui peuvent arriver. Cet état des lieux, de cet état d'esprit de l'indépendant étant fait, je vous propose de plonger directement dans ma manière personnelle de gérer mes finances, qui est totalement inspirée d'un système que je vais vous expliquer, qui est le système en fait des enveloppes budgétaires. Ce système en fait invite à gérer son argent par catégorie, donc c'est-à-dire faire des catégories de budget. Donc ça signifie en fait mettre à plat un peu toutes ses finances, tout ce qu'on dépense à l'année par exemple, quels sont ses pôles dépenses, où est-ce qu'on dépense le plus au jour le jour, au quotidien, mais aussi de manière annuelle. Est-ce qu'on a des abonnements annuels? Est-ce que voilà, on a des paiements récurrents chaque année qui
parfois nous mettre peut-être dans le rouge. Et l'idée, une fois qu'on a fait cet état des lieux de notre façon de dépenser jusqu'à maintenant, l'idée c'est donc de faire ces fameuses catégories et par projet, par épargne en fait, et aussi par dépenses du quotidien, on va attribuer un plafond qu'on veut atteindre ou en tout cas un budget qu'on ne veut pas dépasser, surtout pour les dépenses du quotidien, par exemple 50 € par mois de café, 200 € de courses, etc. Et pour tout ce qui est plutôt côté épargne, donc épargne plus long terme ou par projet, cette fois on va mettre donc un plafond, c'est-à-dire quelle somme on veut atteindre, ce qui nous permet en fait d'éviter de s'éparpiller entre 1000 projets, c'est-à-dire que tant que par exemple on n'a pas atteint le plafond de 3 projets ou de 3 épargnes, on ne verse pas d'argent autre part tout simplement. Ce système il propose notamment de retirer l'argent en espèces si on le souhaite. C'est quelque chose que je faisais au début, ça fait quelques mois donc que je fais ce système. Je l'ai fait au début, là j'avoue que au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de février, je ne l'ai pas fait pour le mois de février, bien que je continue bien sûr d'attribuer des budgets selon mes rentrées d'argent, selon mes finances, etc. par catégorie notamment, comme je vous disais, ces catégories du quotidien, donc café, courses, etc. Ma façon de gérer mes finances du coup sans retirer de l'argent, comme le veut un peu ce système, c'est en utilisant une application qui s'appelle Buddy, que je paye à l'année, enfin c'est vraiment pas très cher, je crois que c'était entre 15 et 20 €, donc plutôt abordable. Vous pouvez le mettre d'ailleurs dans vos plans, enfin votre plan en fait de dépenses annuelles. Dans cette application que je vous recommande chaudement, je note toutes mes dépenses, je note pas du tout mes rentrées d'argent parce que là pour le coup c'est vraiment, j'ai plus un Notion pour les chiffres d'affaires, etc. Sachant que sur Buddy en fait on peut faire ce système d'enveloppe dans le sens où je peux attribuer donc à chaque catégorie de dépenses, à chaque pôle de dépenses en fait un budget que je ne veux pas dépasser. Donc dès que je fais une dépense, j'écris cette dépense et ça me permet de voir, il y a une espèce de récapitulatif du mois qui me permet de voir où est-ce que j'en suis au final, est-ce que j'ai dépensé 20 € sur 50 € de café prévu, etc. Pour tout ce qui est épargne, pour tout ce qui est économie pour des projets comme les vacances notamment, j'ai plusieurs comptes en banque, donc j'ai créé plusieurs espaces tout simplement que j'ai renommés en fonction du projet attribué ou en fonction par exemple, j'ai un PEL, donc un plan épargne logement, mais j'ai aussi un compte que j'ai appelé vacances tout simplement dans lequel je mets chaque mois de l'argent. Et ce que ce système en fait invite vraiment à faire aussi, c'est de ne pas en fait dépenser plus parce qu'on gagne plus, de voir plutôt le fait que par exemple si on a réussi à vivre avec 200 € de courses par mois, on peut rester en fait avec cette dépense là mensuelle, même si on gagne par exemple 2 fois plus que le mois précédent, afin en fait d'utiliser cet argent gagné en plus, en surplus disons, pour le mettre plutôt au final dans nos épargnes, dans nos économies, etc. Ce qui au final est assez gratifiant. Donc il y a un côté assez long-termiste ou moyen-termiste disons qu'on peut attribuer à ce système. En gardant l'essence du principe des enveloppes budgétaires, pour un entrepreneur, je vais y être un peu plus spécifique ici, ce qui me semble important en fait, c'est d'avoir un compte provision. Donc provision un peu comme un écureuil qui vient cacher des noisettes dans la forêt, etc. pour pouvoir les récupérer quand nécessaire. Donc c'est le grand principe des provisions. C'est absolument nécessaire, je dis ça alors que ça fait pas si longtemps que ça, que je l'ai vraiment mis en place, que j'ai vraiment acté que j'avais un compte provision. Par exemple, si vous avez une activité saisonnière comme la mienne en tant que chef privé, chef événementiel, ça vous permet donc de, par exemple, si vous avez des mois plus calmes, par exemple décembre, janvier, ce sont des mois plus calmes dans mon activité, eh bien je vais pouvoir piocher en fait dans ces provisions. Et l'idée, là, moi, ce que je vise, c'est d'avoir, idéalement, dans le grand idéal, d'avoir 4 mois en fait d'économie, d'argent de côté en fait qui me permettrait de vivre 4 mois juste en payant mon loyer, mes courses, etc. Donc pas de surplus, je vais pas mettre de l'argent dans mon compte vacances, dans mon PEL ou autre. Je pense que ça sera plus réaliste de compter sur 3 mois d'économie dans ce compte provision que vraiment 4. Mais c'est un idéal que je poursuis. Une deuxième épargne que vous pouvez mettre en place en tant qu'indépendant, c'est l'épargne retraite. Même si on cotise en fait chaque mois pour la retraite, j'avoue que je suis pas du tout une spécialiste, mais j'ai juste cru comprendre que on n'allait pas gagner des 1000 et des 100 même si on a beaucoup travaillé. Ce que j'ai mis aussi en place, c'est un fonds d'urgence qui, comme son nom l'indique, me permet en fait d'assurer une dépense un peu plus grosse que d'habitude ou complètement inattendue qui ne rentre dans aucune catégorie. Pour ma part, je me suis fait un fonds d'urgence à 1000 €. Avant, je ne mettais pas vraiment de plafond à certaines épargnes, etc. Mais je vous invite vraiment à le faire parce que pour le coup, sinon je pense que j'aurais continué d'alimenter ce compte urgence sans jamais m'arrêter peut-être et au détriment au final d'autres projets qui me font du bien aussi, comme par exemple partir en vacances. Donc pour ma part, donc j'ai mis 1000 € et je pense que ça suffit, sachant que j'ai d'autres espaces en fait dans lesquels piocher si jamais j'ai un énorme problème. Ce que je mets aussi en place, c'est un prélèvement en fait sur mon chiffre d'affaires.
C'est-à-dire que pour ma part, je paye un peu moins de 22% de charges de cotisation à l'URSSAF mensuellement. Donc j'ai un compte professionnel, j'utilise Shine si ça vous intéresse. Sur mon compte professionnel, en fait, je garde 3% à chaque fois de ce chiffre d'affaires qui rentre sur ce compte avant de me le reverser en salaire, disons. Je garde 3% en fait pour prévenir, on va dire, la CFE en fin d'année. Je trouve que c'est une somme en fait qu'on ne peut pas vraiment déterminer. Il y a des plafonds, il y a des espèces de fourchettes qu'on peut trouver par ville et aussi ça se fait en fonction du chiffre d'affaires, mais je me dis que je garde 3% pour payer ça. Un dernier point que je voulais aborder, une spécificité je pense à prendre en compte quand on est indépendant, c'est de ne pas trop restreindre en fait certains pôles de dépenses, à part si bien sûr vous avez absolument pas le choix, si vous vivez que sur vos provisions, mais même en final par rapport au compte provision dont je parlais, je vous invite vraiment à viser ces dépenses en fait mensuelles en incluant ces dépenses plaisir aussi, c'est important parce que si vous avez une baisse d'activité, vous n'allez pas tout simplement arrêter d'aller par exemple au café, etc. Parce que si on sait que par exemple aller travailler dans des cafés assez régulièrement, peut-être une fois, 2 fois par semaine ou plus, nous aide en fait à être mieux dans notre peau, mieux dans notre vie et donc par extension être plus productif et efficace au final dans son travail, peut-être nous aide aussi à prendre cette confiance pour prospecter, etc. parce qu'on se sent mieux avec soi-même, parce qu'on sort dehors, etc. On est inspiré. Autant il y a peut-être certains pôles sur lesquels on peut un peu grappiller en cas de besoin, autant je pense qu'il y a certaines catégories de dépenses que je vous invite à peut-être légèrement baisser, mais ne pas complètement supprimer en fait, parce que ça vous fait du bien, ça vous permet d'être bien dans votre vie d'entrepreneur. Et d'ailleurs, si vous êtes plus productif, plus efficace, potentiellement vous gagnez plus d'argent, donc c'est un cercle vertueux qu'il ne faudrait surtout pas briser. Je vous ai parlé du système des enveloppes, d'économie, d'épargne, etc. Mais il me semblait vraiment en fait important d'aborder le sujet aussi sur le plan de la prévision, du chiffre d'affaires, etc. Parce que en fait c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, donc de viser un certain chiffre d'affaires, de vouloir potentiellement en fait l'augmenter par rapport à son chiffre d'affaires d'avant. Et ce que je vais vous dire, peut-être que en tant qu'indépendant, vous allez me dire mais c'est une évidence, on le savait très bien, etc. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est quelque chose auquel j'ai vraiment pensé récemment, justement en mettant le nez vraiment dans mes finances. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire en fait de viser un chiffre d'affaires précis? C'est-à-dire en fait dans les faits par rapport au nombre de clients qu'on doit avoir, le type d'offre, etc. ce qu'on fait, comment on réalise ce chiffre d'affaires? Est-ce que c'est même faisable en fait? Dans le sens où, comme je vous disais, en fonction de vos offres, en fonction de vos services actuels, ça sera totalement différent. La manière en fait dont vous rentrez de l'argent tout simplement est différente. Ce qui veut dire en fait que quand vous fixez votre chiffre d'affaires en début d'année, il y a plusieurs questions en fait qu'il faut se poser pour réaliser si ce chiffre d'affaires est réaliste, atteignable tout simplement. Et c'est très important parce qu'en fait ça évite de potentielles déceptions par exemple à la fin de l'année, parce qu'on se rend compte que au final on n'a pas atteint ce chiffre d'affaires parce que tout simplement dans les faits, à l'état actuel de vos offres, de votre modèle d'affaires, ça n'était pas possible. Mais je me demande aussi en fait quel est le plafond de mon activité, encore une fois avec mes offres actuelles, c'est-à-dire en fait par exemple dans mon cas je fais de la prestation événementielle, donc des prestations ponctuelles, etc. sur un ou plusieurs jours et qui me font rentrer en fait du chiffre d'affaires très fluctuant en fait en fonction des mois, ce qui signifie en fait à fonction de mes tarifs actuels, du nombre de personnes avec qui je travaille en moyenne, du nombre de personnes pour qui je cuisine aussi, puisque je fais des tarifs en fait à la personne et au repas. Quel est le plafond réel de mon activité qui sera peut-être très difficile à dépasser parce que je n'ai pas forcément de place pour prendre plus de clients, parce qu'aussi peut-être que je ne veux pas prendre plus de clients parce que ça reste une activité physique. Et pour être plus concrète et à titre d'exemple, je me suis donné en fait un objectif de chiffre d'affaires de 40 000 € cette année, donc en 2025, qui est plus élevé donc que ce que j'ai gagné l'année passée. Et cette fois, j'ai appliqué cette méthode que j'aurais dû faire bien avant, je le sais, mais je me suis vraiment demandé en fait qu'est-ce que ça signifie de gagner 40 000 € dans l'année, sachant que je dois compter pour le moment, à l'heure actuelle, certains mois un peu plus bas que d'autres. Et je me suis vraiment rendue à l'évidence que, vu cette saisonnalité de mon activité, c'était un chiffre d'affaires difficilement atteignable, difficilement faisable au final, à part si j'augmentais énormément mes prix, mais au final j'allais devenir plus très compétitif. Enfin, c'était plus du tout la vraie logique du marché dans lequel j'évolue, donc c'est-à-dire la prestation surtout pour les retraites, les stages de yoga, etc. Au-delà d'un tarif un peu plafond qu'on peut appliquer pour ce genre de prestations, ça signifierait aussi en fait devoir travailler chaque semaine, en tout cas chaque week-end, puisque c'est surtout à ce moment-là que je travaille pour ma part. Et comme je le disais avant, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment travailler tous les week-ends pendant même peut-être 6 mois de l'année? Ça, j'en suis pas sûre, surtout que au final, même en calculant ça en fait, même en calculant un travail hebdomadaire récurrent, etc. chaque mois, même comme ça, j'étais pas sûre en fait d'atteindre ce chiffre d'affaires. Surtout en fait, j'en ai parlé je crois dans mon bilan 2024, je veux vraiment ne plus dépendre que d'une seule activité, d'une seule offre, surtout qui demande à ce que j'ai une aptitude physique en fait en forme, etc. Donc j'ai envie en fait de pouvoir compter sur d'autres choses, donc de diversifier
diversifier dans tous les cas mes revenus, pas seulement juste pour atteindre un chiffre d'affaires, mais le fait en fait de me rendre compte que c'était difficile d'atteindre ce chiffre d'affaires qui me permettrait d'être hyper confortable, de pouvoir épargner pour mes vacances, etc. Eh bien, c'est impossible en fait quasiment sans diversifier mes revenus. Et encore concrètement, en fait, mon but en diversifiant mes revenus, c'est d'avoir donc des sources d'argent qui viendraient donc de la cuisine, toujours parce que je ne vais pas arrêter pour l'instant cette activité de chef privé, chef traiteur. Une autre source, c'est une mission en fait de consulting, portage de projet, disons, avec une association que j'ai évoquée dans une des chroniques de chef que vous pouvez aller regarder. Une troisième source, c'est l'organisation des séjours de cuisine avec le Yoga Food Club. J'ai également parlé au préalable, notamment donc dans les chroniques de chef. On a déjà 4 séjours de prévus cette année, donc c'est une petite rentrée d'argent en fait que je peux anticiper, que je peux prévoir dans par rapport à mon chiffre d'affaires. Je compte aussi sur la monétisation de cette chaîne YouTube, donc en continuant ce rythme d'1 à 2 vidéos par semaine, je pense, je sais, en tout cas je compte atteindre ce stade de la monétisation, donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Et la cinquième et dernière source que je prévois d'avoir cette année en 2025, qui arrivera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est une nouvelle offre en fait de produits en ligne pour les chefs indépendants. Je vous en ai déjà parlé avant, donc de vraiment prendre ma casquette de mentor dans cette activité précise de chef indépendante pour vous partager plus de mon expérience comme je le fais déjà sur cette chaîne YouTube, mais de manière plus approfondie, notamment sur la communication, etc. J'ai fait le tour des apprentissages de ces derniers mois, j'espère que ça vous aura inspiré, diverti au mieux. Si vous voulez partager en commentaire votre façon à vous de gérer votre argent, n'hésitez pas à le faire, je serai ravie de vous lire et tout le monde sera ravi de lire. Vous pouvez me suivre sur Instagram @layogizine, vous pouvez m'envoyer donc un message privé si vous voulez parler aussi de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite pour la suite.